Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciel s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes, et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça. Pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Eh oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995. Et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace.
Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc, Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale. Et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace.